Bonjour. Alors, je me suis posé la question de savoir si le mythe de la Parisienne était raciste ou en tout cas discriminant par rapport à d'autres femmes, parce qu'il représente surtout un type de femme. Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Déjà, moi, ça fait 10 ans que je suis à Paris, que je suis donc parisienne, et je ne me reconnais pas forcément dans ce mythe qui existe depuis maintenant un peu plus de 200 ans. Il est clairement en train d'évoluer et de se transformer, parce qu'il y a des canons de beauté qui émergent, ou en tout cas qui grandissent, comme Aya Nakamura, comme Nabila. Dans cette vidéo, je puise mes sources notamment dans un article qui est sorti dans les Inrocks, écrit par Alice Pfeiffer sur la Poste parisienne liée à Nabila, mais aussi sur deux articles qui sont tombés dans Slate.fr, notamment un qui dit que ce mythe, ou en tout cas que la Parisienne est plus proche d'Aya Nakamura que d'Inès de la Fressange, et également le podcast DS qui a interviewé Emmanuel Retailleau-Bajac sur ces questions et qui est l'une des d'ailleurs sources principales de cette vidéo. Je vous mettrai bien évidemment en dessous de cette vidéo toutes les sources et je me suis dit c'est intéressant en tout cas d'aller creuser des informations liées à ce mythe pour comprendre comment il est en train aujourd'hui d'évoluer puisque la représentation de la femme dans la publicité, dans l'image, est en train d'évoluer. Pour donner un petit peu de contexte, ce qu'il faut savoir, c'est que ce mythe est né au XVIIIe siècle, donc dans un XVIIIe siècle français où la parole et l'écriture étaient majoritairement dominées par des hommes. C'est donc un fantasme qui a été créé par des hommes, et donc qui devient un fantasme, et qui ensuite a été repris par la presse, et notamment la presse féminine et la presse de mode, pour l'ériger en tant que canon de beauté. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un canon de beauté sur lequel toute une industrie, notamment l'industrie du luxe, du design et de la mode, a surfé. C'est du tourisme, bien évidemment, puisque c'est lié à la ville de Paris. Le souci par rapport à ça, c'est que du coup, ça crée des croyances dans la tête des touristes du monde et des habitants du monde sur ce à quoi doit ressembler la parisienne. Donc souvent plutôt de type caucasienne, de type assez filiforme, et donc dans lequel je ne me sens pas forcément pour le coup représentée, et d'autres femmes également. Ça a un enjeu, en tout cas ça a eu un enjeu, ça a un enjeu qui est très business et très marketing, parce que le but c'est quand même de vendre la ville, de vendre un état d'esprit. Ce que j'apprécie de la part d'Emmanuel Retailleau-Bajac, c'est qu'elle le définisse et nous rappelle donc, ce sur quoi il tient, donc 3 piliers. Le premier pilier qui est plutôt lié à une incarnation d'une forme de culture et d'esprit, aussi à une femme qui est plutôt audacieuse, qui ose faire les choses, et le troisième pilier qui est un chic ou une élégance assez effortless. Donc c'est comme si un peu vous vous réveillez le matin et naturellement vous avez cette élégance et cette fraîcheur qu'on sait que toutes les femmes n'ont pas forcément au réveil. En tout cas, ce sont ces 3 piliers, mais ce que je tenais à souligner et rappeler, et qui a été très important, en tout cas moi qui m'a marqué, qui m'a touché, c'est que c'est un mythe qui est lié à la ville de Paris et au style, mais en aucun cas ce mythe fait un lien entre l'origine ou le lieu de naissance de la Parisienne. Ce mythe de la Parisienne, aujourd'hui, c'est plutôt un statut, un label. Donc toutes les femmes peuvent y accéder et en aucun cas ça n'est lié à l'origine en fait, que ce soit lié à la race ou à l'origine liée à la ville. C'est vraiment la ville de Paris et le style. Pour donner des exemples un petit peu plus illustrés de cette parisienne qui est différente d'une parisienne dont on a l'habitude, à laquelle on pense en tout cas d'habitude, des exemples qui sont aussi un peu plus plongés dans l'histoire. On a eu Joséphine Baker dans les années 30-40 qui le représente, artiste extraordinaire qui a marqué son époque. On a dans les années 70 Yves Saint Laurent qui fait défiler les premiers mannequins noirs, et on retrouvera également dans les années 80-90 une Grace Jones ou une Katusha, qui sont elles également des parisiennes et qui ne sont pas la parisienne telle qu'on la représente majoritairement dans la publicité ou dans l'imagerie collective. Un petit bémol quand même dans ce podcast, que j'ai d'ailleurs trouvé très riche, mais un petit bémol quand même par rapport au point de vue d'Emmanuel Retailleau-Bajac. Donc ce podcast, pour restituer, est sorti en 2018.
Et à peu près vers la fin, elle nous dit qu'aucune marque, aucune grande maison de parfum ne voudrait représenter une femme autre qu'une femme de type caucasienne filiforme, ce qui est faux puisque en 2014 puis en 2018, diverses maisons de parfums et donc de luxe ont choisi comme égérie des femmes noires. Il y a eu Opium avec Zoé Kravitz et il y a également eu, que je dis pas de bêtises, Lupita Nyong'o pour Lancôme. Et aujourd'hui on a eu Guerlain avec Sonia Rolland. Donc c'est quand même des signaux forts qu'il y a une transformation en fait de la part des maisons de luxe, des créateurs de luxe sur les représentations qu'ils souhaitent voir pour leurs vêtements, pour leurs marques et pour leurs produits. On peut aussi repenser encore à Aya Nakamura qui porte du Jacquemus et qui était aux premières loges du défilé Jacquemus. Donc on sent que la France est en train d'évoluer, en tout cas les grandes maisons françaises sont en train d'évoluer sur ces questions de représentation, qu'il y a une ouverture qui devient beaucoup plus forte, en tout cas dans la publicité, dans l'image. Reste à savoir si cette ouverture va être beaucoup plus forte d'un point de vue décisionnel, puisque changer au niveau de l'image et montrer une certaine diversité au niveau de l'image, c'est bien. Avoir une forme d'inclusivité plutôt dans le management et dans les lieux de pouvoir et de prise de décision, c'est mieux. Je sais que beaucoup de maisons y travaillent, mais j'ai hâte de voir les résultats. Ce sera tout pour cette vidéo. Si vous souhaitez qu'on débatte, qu'on aille plus loin ou qu'on crée un live sur le sujet, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires ou à m'envoyer un email. Je vais continuer à parler de ces questions-là puisque je pense que vraiment on doit profiter en tout cas des leviers, des ouvertures qui se font aujourd'hui dans les maisons, puisque c'est quand même une industrie, le luxe, qui est parmi les premières industries dans le monde, économiquement parlant. Et je pense qu'en termes de diversité et de représentation, elle ne doit pas se faire uniquement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Et donc on doit continuer à avoir ces conversations. Merci et bonne journée.